La vie des abeilles de Maurice Maeterlinck, lu par Sarah Davy. Livre premier. Je n'ai pas l'intention d'écrire un traité d'apiculture ou de l'élevage des abeilles. Tous les pays civilisés en possèdent d'excellents qu'il est inutile de refaire. La France a ceux de Dadan, de Georges de Layens et Bonnier, de Bertrand, de Hamet, de Weber, de Clément, de l'abbé Colin, etc. Les pays de langue anglaise ont Langstroth, Bevan, Cook, Cheshire, Cowan, Root et leurs disciples. L'Allemagne a Dzierzon, Van Berlepsch, Pollmann, Vogel et bien d'autres. Il ne s'agit pas davantage d'une monographie scientifique de Lapis mellifica, ligustica, fasciata, etc., ni d'un recueil d'observations ou d'études nouvelles. Je ne dirai presque rien qui ne soit connu de tous ceux qui ont quelque peu pratiqué les abeilles. Afin de ne pas alourdir ce travail, j'ai réservé pour un ouvrage plus technique un certain nombre d'expériences et d'observations que j'ai faites durant mes 20 années d'apiculture et qui sont d'un intérêt trop limité et trop spécial. Je veux parler simplement des blondes avettes de Ronsard, comme on parle, à ceux qui ne le connaissent point, d'un objet qu'on connaît et qu'on aime. Je ne compte pas orner la vérité, ni substituer, selon le juste reproche que Réaumur a fait à tous ceux qui se sont occupés avant lui de nos mouches à miel, un merveilleux complaisant et imaginaire au merveilleux réel. Il y a beaucoup de merveilleux dans la ruche, ce n'est pas une raison pour y en ajouter. Du reste, voici longtemps que j'ai renoncé à chercher en ce monde une merveille plus intéressante et plus belle que la vérité, ou du moins que l'effort de l'homme pour la connaître. Ne nous évertuons point à trouver la grandeur de la vie dans les choses incertaines. Toutes les choses très certaines sont très grandes, et nous n'avons jusqu'ici fait le tour d'aucune d'elles. Je n'avancerai donc rien que je n'ai vérifié moi-même, ou qui ne soit tellement admis par les classiques de l'apidologie que toute vérification en devenait oiseuse. Ma part se bornera de présenter les faits d'une manière aussi exacte, mais un peu plus vive, à les mêler de quelques réflexions plus développées et plus libres, à les grouper d'une façon un peu plus harmonieuse qu'on ne le peut faire dans un guide, dans un manuel pratique ou dans une monographie scientifique. Qui aura lu ce livre ne sera pas en état de conduire une ruche, mais connaîtra à peu près tout ce qu'on sait de certain, de curieux, de profond et d'intime sur ses habitants. Ce n'est guère au prix de ce qui reste à apprendre. Je passerai sous silence toutes les traditions erronées qui forment encore, à la campagne et dans beaucoup d'ouvrages, la fable de l'apier. Quand il y aura doute, désaccord, hypothèse, quand j'arriverai à l'inconnu, je le déclarerai loyalement. Vous verrez que nous nous arrêterons souvent devant l'inconnu. Or, les grands actes sensibles de leur police et de leur activité, on ne sait rien de bien précis sur les fabuleuses filles d'Aristée. À mesure qu'on les cultive, on apprend à ignorer davantage les profondeurs de leur existence réelle. Mais c'est une façon d'ignorer déjà meilleure que l'ignorance inconsciente et satisfaite qui fait le fond de notre science de la vie. Et c'est probablement tout ce que l'homme peut se flatter d'apprendre en ce monde. Existait-il un travail analogue sur l'abeille? Pour moi, bien que je croie avoir lu à peu près tout ce qu'on a écrit sur elle, je ne connais guère dans ce genre que le chapitre que lui réserve Michelet à la fin de l'Insecte et l'essai que lui consacre Ludwig Buchner, le célèbre auteur de Force et matière, dans son Geistesleben der Tiere. Michelet a à peine effleuré le sujet. Quant à Buchner, son étude est assez complète, mais à lire les affirmations hasardeuses, les traits légendaires, les on-dit dès longtemps rejetés qu'il rapporte, je le soupçonne de n'être pas sorti de sa bibliothèque pour interroger ses héroïnes et de n'avoir jamais ouvert une seule des centaines de ruches bruissantes et comme enflammées d'ailes qu'il faut violer avant que notre instinct s'accorde à leurs secrets, avant d'être imprégné de l'atmosphère, du parfum, de l'esprit, du mystère des vierges laborieuses. Cela ne sent ni le miel ni l'abeille, et cela a le défaut de beaucoup de nos livres savants dont les conclusions sont souvent préconçues et dont l'appareil scientifique est formé d'une accumulation énorme d'anecdotes incertaines et prises de toutes mains.
Du reste, je le rencontrerai rarement dans mon travail, car nos points de départ, nos points de vue et nos buts sont fort différents. Note. On pourrait citer encore la monographie de Kirby et Spence dans leur Introduction to Entomology, mais elle est presque exclusivement technique. La bibliographie de l'abeille, commençons par les livres pour nous en débarrasser plus vite et aller à la source même de ces livres, est des plus étendues. Dès l'origine, ce petit être étrange, vivant en société, sous des lois compliquées et exécutant dans l'ombre des ouvrages prodigieux, attira la curiosité de l'homme. Aristote, Caton, Varron, Pline, Columelle, Palladius s'en sont occupés, sans parler du philosophe Aristomachus, qui, au dire de Pline, les observa durant 58 ans, et de Philiscus de Tassos, qui vécut dans les lieux déserts pour ne plus voir qu'elle, et fut surnommé le sauvage. Mais c'est là plutôt la légende de l'abeille, et tout ce qu'on en peut tirer, c'est-à-dire presque rien, se trouve résumé dans le 4e chant des Géorgiques de Virgile. Son histoire ne commence qu'au XVIIe siècle avec les découvertes du grand savant hollandais Swammerdam. Il convient cependant d'ajouter ce détail peu connu, c'est qu'avant Swammerdam, un naturaliste flamand, Clusius, avait affirmé certaines vérités importantes, entre autres que la reine est la mère unique de tout son peuple et qu'elle possède les attributs des deux sexes. Swammerdam inventa les véritables méthodes d'observation scientifique, créa le microscope, imagina les injections conservatrices, disséqua le premier les abeilles, précisa définitivement par la découverte des ovaires et de l'oviducte le sexe de la reine qu'on avait cru roi jusqu'alors, et du coup éclaira d'un rayon inattendu toute la politique de la ruche en la fondant sur la maternité. Il traça enfin des coupes et dessina des planches si parfaites qu'elles servent encore aujourd'hui à illustrer plus d'un traité d'apiculture. Il vivait dans le grouillant et trouble Amsterdam d'alors, y regrettant la douce vie de la campagne, et mourut à 43 ans, épuisé de travail. En un style pieux et précis, que de beaux élans simples d'une foi qui craint de chanceler rapportent tout à la gloire du Créateur, il consigna ses observations dans son grand ouvrage Bibel der Nature, que le docteur Boerhaave, un siècle plus tard, fit traduire du néerlandais en latin sous le titre de Biblia Naturae, Leyde 1737. Vint ensuite Réaumur, qui, fidèle aux mêmes méthodes, fit une foule d'expériences et d'observations curieuses dans ses jardins de Charenton et réserva aux abeilles un volume entier de ses mémoires pour servir à l'histoire des insectes. On peut le lire avec fruit et sans ennui. Il est clair, direct, sincère et non dénué d'un certain charme un peu bourru et un peu sec. Il s'attacha surtout à détruire nombre d'erreurs anciennes, en répandit quelques nouvelles, démêla en partie la formation des essaims, le régime politique des reines, en un mot, trouva plusieurs vérités difficiles et mit sur la trace de beaucoup d'autres. Il consacra notamment de sa science les merveilles de l'architecture de la ruche, et tout ce qu'il en dit n'a pas été mieux dit. On lui doit aussi l'idée des ruches vitrées, qui, perfectionnées depuis, ont mis à nu toute la vie privée de ces farouches ouvrières qui commencent leur œuvre dans la lumière éblouissante du soleil, mais ne la couronnent que dans les ténèbres. Pour être complet, je devrais encore citer les recherches et les travaux un peu postérieurs de Charles Bonnet et de Schirach, qui résolut l'énigme de l'œuf royal. Mais je me borne aux grandes lignes et j'arrive à François Huber, le maître et le classique de la science apicole d'aujourd'hui. Huber, né à Genève en 1750, devint aveugle dans sa première jeunesse. Intéressé d'abord par les expériences de Réaumur qu'il voulait contrôler, il se passionne bientôt pour ses recherches et avec l'aide d'un domestique intelligent et dévoué, François Burnins, il voue sa vie entière à l'étude de l'abeille. Dans les annales de la souffrance et des victoires humaines, rien n'est touchant et plein de bons conseils comme l'histoire de cette patiente collaboration, où l'un qui ne percevait qu'une lueur immatérielle guidait par l'esprit les mains et les regards de l'autre qui jouissait de la lumière réelle, ou celui qui, à ce qu'on assure,
n'avait jamais vu de ses propres yeux un rayon de miel, à travers le voile de ses yeux morts qui doublait pour lui l'autre voile dont la nature enveloppe toute chose, surprenait les secrets les plus profonds du génie qui formait ce rayon de miel invisible, comme pour nous apprendre qu'il n'est point d'état où nous devions renoncer à espérer et à chercher la vérité. Je n'énumérerai pas ce que la science apicole doit à Huber. J'aurais plutôt fait de dire ce qu'elle ne lui doit point. Ses nouvelles observations sur les abeilles, dont le premier volume fut écrit en 1789 sous forme de lettres à Charles Bonnet et dont le second ne parut que 20 ans plus tard, sont restés le trésor abondant et sûr où vont puiser tous les apidologues. Certes, on y trouve quelques erreurs, quelques vérités imparfaites. Depuis son livre, on a beaucoup ajouté à la micrographie, à la culture pratique des abeilles, au maniement des reines, etc. Mais on a pu démentir ou prendre en défaut une seule de ces observations principales qui demeure intacte dans notre expérience actuelle et à sa base. Après les révélations de Huber, il y a quelques années de silence. Mais bientôt Dzierzon, curé de Karlsmark, en Silésie, découvre la parthénogenèse, c'est-à-dire la parturition virginale des reines, et imagine la première ruche à rayon mobile, grâce à laquelle l'apiculteur pourra dorénavant prélever sa part sur la récolte de miel, sans mettre à mort ses meilleures colonies et sans anéantir en un instant le travail de toute une année. Cette ruche, encore très imparfaite, est magistralement perfectionnée par Langstroth, qui invente le cadre mobile proprement dit, propagé en Amérique avec un succès extraordinaire. Root, Kinby, Dadan, Cheshire, De Lyons, Cowan, Heddon, Howard, etc., y apportent encore quelques améliorations précieuses. Mehring, pour épargner aux abeilles l'élaboration de la cire et la construction de magasins qui leur coûtent beaucoup de miel et le meilleur de leur temps, a l'idée de leur offrir des rayons de cire mécaniquement gaufrés qu'elles acceptent aussitôt et approprient à leurs besoins. De Rouchka trouve le smélator, qui, par l'emploi de la force centrifuge, permet d'extraire le miel sans briser les rayons, etc. En peu d'années, la routine de l'apiculture est rompue. La capacité et la fécondité des ruches sont triplées. De vastes et productifs ruchers se fondent de tous côtés. À partir de ce moment, prennent fin l'inutile massacre des cités les plus laborieuses et l'odieuse sélection à rebours qui en était la conséquence. L'homme devient véritablement le maître des abeilles, maître furtif et ignoré, dirigeant tout sans donner d'ordre et obéit sans être reconnu. Il se substitue au destin des saisons, il répare les injustices de l'année, il réunit les républiques ennemies, il égalise les richesses, il augmente ou restreint les naissances, il règle la fécondité de la reine, il la détrône et la remplace après un consentement difficile que son habileté extorque d'un peuple qui s'affole au soupçon d'une intervention inconcevable. Il viole pacifiquement, quand il le juge utile, le secret des chambres sacrées et toute la politique retorse et prévoyante du gynécée royal. Ils dépouillent 5 ou 6 fois de suite du fruit de leur travail les sœurs du bon couvent infatigable, sans les blesser, sans les décourager et sans les appauvrir. Ils proportionnent les entrepôts et les greniers de leur demeure à la moisson de fleurs que le printemps répand dans sa hâte inégale au penchant des collines. Il les oblige de réduire le nombre fastueux des amants qui attendent la naissance des princesses. En un mot, il en fait ce qu'il veut et en obtient ce qu'il demande, pourvu que sa demande se soumette à leur vertu et à leur loi. Car à travers les volontés du Dieu inattendu qui s'est emparé d'elle, trop vaste pour être discerné et trop étranger pour être compris, elle regarde plus loin que ne regarde ce Dieu même et ne songe qu'à accomplir dans une abnégation inébranlée, le devoir mystérieux de leur race. Maintenant que les livres nous ont dit ce qu'ils avaient d'essentiel à nous dire, sur une histoire fort ancienne, quittons la science acquise par les autres pour aller voir de nos propres yeux les abeilles. 1 heure au milieu du rucher nous montrera des choses peut-être moins précises, mais infiniment plus vivantes et plus fécondes.